La porte en fer était fermée, ses barreaux noirs se détachant nettement sur la neige blanche de la montagne. Sarah Flores appuya sa paume contre le métal froid, tandis que le vent hurlait à travers les sommets. Derrière ces barreaux se trouvait le domaine de Stephen Johnson, l'homme qu'on appelait le roi de la montagne, qui avait refusé 17 épouses au cours des derniers mois. Chaque femme était arrivée en grande pompe, avec des dots et des déclarations, avec une beauté et une éducation qui auraient dû garantir un mariage. Chacune avait été renvoyée avant même d'avoir franchi le seuil. Mais Sarah n'était pas venue en grande pompe. Elle n'avait rien d'autre que les vêtements qu'elle portait et un désespoir plus profond que le froid de la montagne. Son souffle formait des nuages dans l'air glacial alors qu'elle se tenait devant cette porte, sachant qu'au-delà se trouvait soit le salut, soit la confirmation définitive de sa ruine. Les habitants de la ville murmuraient que Stephen Johnson était sans cœur, que sa richesse avait gelé son âme aussi sûrement que l'hiver s'était emparé de ses sommets. Sarah avait entendu ces murmures, avait vu les calèches redescendre la route de montagne avec leurs occupants en pleurs derrière des rideaux de soie. Elle avait regardé depuis la fenêtre de sa pension les familles fières faire remonter leurs filles rejetées dans des voitures dorées, leurs rêves brisés par son indifférence. Pourtant, elle se tenait là, son mince châle incapable de la protéger du vent qui semblait lui transpercer les os. Le portail mesurait 3,6 mètres de haut et était surmonté de pointes en fer rouillé qui reflétaient le peu de lumière filtrant à travers les nuages orageux. Au-delà, un chemin sinueux disparaissait dans les pins et les trembles, menant à une maison qu'elle n'avait jamais vue, mais qu'elle imaginait aussi froide et intimidante que la réputation de son propriétaire. Aucune fumée ne s'élevait des cheminées qu'elle ne pouvait voir. Aucune lumière chaleureuse ne brillait à travers les fenêtres cachées par les arbres. Les doigts de Sarah, déjà engourdis malgré ses gants fins, suivirent du bout des doigts le travail métallique complexe du panneau central du portail. Un blason était gravé dans le fer, représentant un sommet montagneux couronné d'étoiles. Le métal était si froid qu'il semblait lui brûler la peau, mais elle ne retira pas sa main. Ce portail représentait tout ce qu'elle n'était pas, la richesse, le pouvoir, la permanence. Elle avait 23 ans, sans dot, sans nom de famille, sans relation susceptible de la recommander à un homme du rang de Stephen Johnson. Ce qu'elle possédait à la place, c'était une détermination tranquille qui l'avait aidée à surmonter des pertes qui auraient brisé d'autres personnes. Elle avait enterré ses parents avant son 20e anniversaire, avait vu leur petite ferme engloutie par des dettes qu'elle ne pouvait rembourser, avait travaillé comme couturière et cuisinière juste pour se nourrir et se loger. Les autres femmes qui avaient demandé la main de Stephen Johnson venaient d'un milieu aisé, d'une vie où le rejet n'était qu'un simple désagrément. Pour Sarah, le rejet signifiait quelque chose de bien plus définitif. Il signifiait la lente descente vers la misère qui avait déjà emporté trop de femmes dans sa situation. La pension où elle vivait pratiquait des tarifs modérés et ses maigres économies étaient presque épuisées. Bientôt, elle serait confrontée à un choix qu'aucune femme ne devrait avoir à faire. Avant de découvrir la fin de cette histoire, dites-nous d'où vous la regardez et faites la promotion de cette vidéo dans les commentaires. Mais debout devant le portail de Stephen Johnson, Sarah ressentit quelque chose qu'elle avait presque oublié. L'espoir. Pas l'espoir désespéré de la personne qui se noie, mais quelque chose de plus calme et de plus durable. Elle n'était pas venue ici parce qu'elle s'attendait à être choisie, mais parce qu'elle refusait d'abandonner sans avoir essayé. Les autres femmes avaient abordé cet homme comme un prix à gagner. Sarah l'avait abordé comme un être humain qui pourrait comprendre ce que signifiait être seul. Le vent s'est levé, projetant la neige contre son visage avec une force cinglante, et Sarah a serré son châle autour de ses épaules. Ses bottes, usées jusqu'à la semelle, étaient déjà trempées, mais elle ne s'éloigna pas de la barrière. Au contraire, elle tendit la main vers la cloche en fer qui était suspendue à côté, dont la corde était recouverte de glace. Le son qui retentit lorsqu'elle tira sur la corde était grave et résonnant, se propageant à travers la montagne comme un glas funèbre. Il sembla rester suspendu dans l'air longtemps après que le métal eut cessé de vibrer. Sarah attendit dans le silence qui suivit, le cœur battant si fort qu'elle était certaine qu'il devait être audible malgré le vent. Les minutes passèrent. Le froid devenait insupportable, s'insinuant à travers son manteau fin et s'installant dans ses os. Alors qu'elle commençait à penser que personne ne viendrait,
Elle entendit des pas sur le chemin de gravier au-delà du portail. Ils s'approchaient lentement, délibérément, et Sarah redressa les épaules malgré les tremblements qui avaient envahi tout son corps. Une silhouette émergea entre les arbres, grande et large d'épaules, se déplaçant avec une aisance confiante. Steven Johnson n'était pas ce à quoi elle s'attendait. Les rumeurs le décrivaient comme un monstre ou un dandy, mais l'homme qui s'approchait du portail n'était ni l'un ni l'autre. Il avait peut-être 35 ans, des cheveux foncés parsemés de mèches argentées prématurées et des yeux de la couleur du bougan d'hiver. Son visage était buriné par le vent et le soleil, marqué par des rides qui témoignaient d'une vie de labeur plutôt que d'une existence facile. Il s'arrêta à 1 mètre du portail et l'observa de ses yeux pâles, le visage impassible. Sarah avait préparé des discours, répété des mots qui pourraient la distinguer de la parade de femmes qui s'était tenue là où elle se trouvait maintenant. Mais face à son évaluation silencieuse, toutes ces phrases soigneusement préparées l'abandonnèrent. « Vous êtes en retard », dit finalement Mighty, sa voix trahissant un accent qu'elle ne parvint pas à identifier. Les autres arrivaient généralement à midi. « Je ne suis pas les autres », répondit Sarah, surprise par la fermeté de sa propre voix. Quelque chose vacilla dans ses yeux à ces mots, mais elle ne sut dire s'il s'agissait d'amusement ou d'agacement. « Non », admit-il après un moment. « Vous ne l'êtes pas. » Il ne fit aucun geste pour ouvrir la porte, et Sarah comprit qu'il attendait qu'elle s'explique, comme les autres avaient dû le faire. Mais que pouvait-elle dire? Elle n'avait ni beauté, ni fortune à offrir. Aucune relation qui puisse lui donner un avantage. Elle n'avait que son honnêteté. « Je sais ce qu'on dit de vous en ville, dit-elle, son souffle formant des nuages entre les barreaux de fer. On dit que vous êtes cruel. On dit que vous prenez plaisir à repousser les femmes qui viennent vous demander votre main. Et pourtant, vous êtes venu quand même. Je suis venu parce que je n'ai nulle part où aller. » Les mots restèrent suspendus entre eux, durs et sans fioriture. Sarah vit ses yeux se plisser légèrement et se demanda si elle avait commis une erreur en étant si directe. Les autres femmes étaient probablement venues avec des flatteries et des artifices. Elles n'avaient offert que la vérité. « La plupart des femmes considéreraient cela comme une mauvaise recommandation, » dit Steven. « La plupart des femmes ont d'autres options. » Il resta silencieux pendant un long moment, étudiant son visage avec une intensité qui lui donna envie de détourner le regard. Mais Sarah soutint son regard, le laissant voir tout ce qu'il avait besoin de voir. Elle n'avait plus rien à cacher, plus aucune fierté à protéger. « Comment vous appelez-vous » demanda-t-il finalement. « Sarah Flores. »« Et que voulez-vous de moi, Sarah Flores ?» La question était simple, mais Sarah savait que sa réponse déterminerait tout ce qui suivrait. Elle pouvait mentir, lui dire qu'elle était venue chercher l'amour ou n'importe quelle autre belle fiction qui pourrait la rendre plus acceptable. Mais elle avait déjà choisi l'honnêteté. « Je veux survivre, dit-elle. Je veux un toit au-dessus de ma tête, de quoi me nourrir et un travail qui donne un sens à ma vie. Je veux être utile à quelqu'un, avoir un peu d'importance. Je n'attends ni amour ni bonheur. Je n'attends que de l'équité. » Steven resta silencieux si longtemps que Sarah commença à penser qu'il allait simplement s'en aller sans un mot. Le vent hurlait autour d'eux, poussant la neige entre les barreaux de la grille, et elle ne sentait plus ses doigts ni ses orteils. Mais elle attendait quand même, elle attendit, car c'était sa dernière chance. Quand il prit enfin la parole, sa voix était plus douce qu'auparavant. Les autres sont venus avec des dowies, des vêtements raffinés et des lettres de recommandation. Ils sont venus avec des promesses d'avantages sociaux et de relations politiques. Qu'offrez-vous qu'ils n'offrent pas? Sarah réfléchit à la question, cherchant une réponse qui ne ressemble pas à une supplication. « J'offre mon honnêteté, » dit-elle finalement. « J'offre ma loyauté à quelqu'un qui me montre de la gentillesse. J'offre mon travail acharné et ma gratitude pour la petite place que vous pourriez me réserver. Je n'offre pas d'amour, car je ne sais pas si j'en suis encore capable, mais j'offre le respect, la fidélité et la promesse que je ne tiendrai jamais pour acquis ce que vous choisirez de me donner. » Steven Johnson observa la femme devant son portail avec une fascination grandissante. En 17 mois, il avait vu toutes les approches féminines possibles envers sa richesse et sa position. Il avait supporté des débutantes qui gloussaient à chacune de ses paroles, des beautés calculatrices qui évaluaient sa valeur d'un œil exercé, des veuves désespérées qui voyaient en lui leur salut. Chacune était devenue avec un plan, une performance soigneusement élaborée pour plaire à ce qu'elles imaginaient être ses désirs.
Mais Sarah Flores n'offrait aucune performance. Elle se tenait debout dans la neige battante, vêtue d'un mince châle et de bottes usées, tremblant de froid, mais soutenant son regard de ses yeux bruns fixes qui ne demandaient rien d'autre que de la considération. Son honnêteté était si totale qu'elle en était presque brutale, dépouillée des jolis mensonges qui entouraient habituellement ce genre de rencontre. Et c'était peut-être exactement ce qui l'attirait chez elle. Stephen n'avait pas toujours été le roi de la montagne. Il n'avait pas toujours possédé la richesse qui faisait de lui un prix si convoité. Il était né dans la pauvreté dans un camp minier à 80 km au nord. Il avait vu son père mourir en crachant de la poussière de charbon et sa mère dépérir de chagrin. Tout ce qu'il possédait, il l'avait gagné grâce à des années de travail éreintant et à des investissements judicieux. Les femmes qui venaient lui demander sa main ne voyant que le résultat de cette lutte. Le manoir, les mines et les comptes en banque. Elles voyaient le prix sans en comprendre le coût. Aucune d'entre elles ne s'était jamais trouvée dans la situation de Sarah Flores, avec pour seules armes son courage et son honnêteté. Tu as froid, remarqua-t-il en voyant qu'elle tremblait malgré ses efforts pour rester immobile. Oui, admit-elle sans chercher à le nier. La plupart des femmes m'auraient déjà demandé de les inviter à entrer. La plupart des femmes ont ce luxe. Stephen se surprit à presque sourire à sa réponse. Il n'y avait aucun apitoiement dans sa voix, aucune tentative de le manipuler en jouant sur son inconfort évident. Elle reconnaissait simplement la vérité, avec la même honnêteté brutale dont elle avait fait preuve tout au long de leur conversation. Il plongea la main dans sa poche et en retira une lourde clé en fer dont le métal était chaud au contact de son corps. Les yeux de Sarah s'écarquillèrent légèrement lorsqu'il l'inséra dans la serrure du portail, mais elle ne fit aucun geste pour avancer, attendant son invitation ou son refus. La serrure tourna dans un grincement et Stephen ouvrit le portail suffisamment pour qu'elle puisse passer. « Entrez, dit-il, nous pouvons terminer cette conversation au chaud. » Sarah hésita un instant, comme si elle n'arrivait pas à croire ce qui se passait. Puis elle franchit le portail avec une dignité prudente, ses bottes usées crissant sur le chemin de gravier. Stephen referma le portail derrière elle et le verrouilla. Le chemin menant à sa maison serpentait à travers des bosquets de pins et de trembles, les arbres offrant un certain abri contre le vent. Stephen marcha à côté de Sarah, adaptant ses longues enjambées à ses pas plus courts, remarquant qu'elle favorisait légèrement son pied gauche et que sa respiration était saccadée. « Depuis combien de temps n'avez-vous pas mangé ?» demanda-t-il alors qu'il contournait un virage du chemin. Sarah le regarda avec surprise. « Depuis hier matin, » répondit-elle après un moment. Stephen sentit son cœur se serrer à cette confession. Il soupçonnait qu'elle se trouvait dans une situation désespérée, mais la réalité était pire qu'il ne l'avait imaginé. Pas étonnant qu'elle soit venue à sa porte. Malgré les rumeurs, malgré la certitude que son refus signifierait probablement sa ruine, sa maison apparut à mesure qu'il gravissait la dernière côte. Stephen observa le visage de Sarah pour voir sa réaction. Le manoir était construit en pierre et en bois locaux, haut de 3 étages, avec des porches en arc et de hautes fenêtres. De la fumée s'élevait de plusieurs cheminées, promettant de la chaleur à l'intérieur, et la lumière des lampes brillait derrière les rideaux des fenêtres. Sarah s'arrêta de marcher et fixa la maison du regard. « Elle est magnifique, dit-elle finalement, sa voix à peine audible malgré le vent. « Elle est grande, corrigea Stephen, trop grande pour une seule personne. » Elle le regarda alors, et il vit dans ses yeux quelque chose qui ressemblait à de la compréhension. « La solitude ne se souciait pas de la superficie, » dit-elle doucement. Cette observation était si juste, si précisément ciblée au cœur de son isolement, que Stephen en eut le souffle coupé pendant un instant. Au cours de tous les mois passés à recevoir des candidates au mariage, aucune n'avait vu au-delà de la grandeur du manoir pour reconnaître le vide qui résonnait dans ses pièces. Ils montèrent les larges marches menant au porche, et Stephen ouvrit la lourde porte en chêne pour laisser Sarah le précéder dans le hall d'entrée. La chaleur les frappa comme une force physique après le froid glacial de l'extérieur, et Sarah vacilla légèrement alors que son corps commençait à se réchauffer. Stephen la saisit par le coude pour la stabiliser. « Madame Henderson », appela-t-il, et des pas se rapprochèrent depuis la cuisine. Sa gouvernante apparut, une femme de 60 ans aux yeux bienveillants et aux cheveux argentés, tirés en arrière en un chignon pratique. Elle jeta un coup d'œil à l'état de Sarah et passa immédiatement à l'action. « La pauvre chérie est gelée, dit Madame Henderson,
tendant déjà la main pour aider Sarah à retirer son manteau mouillé. Nous devons la réchauffer et la nourrir avant toute autre chose. En moins d'une heure, Sarah était passée du statut de vagabonde à moitié gelée à celui de créature presque humaine. Une fois de plus, Madame Henderson l'avait enveloppée dans des couvertures chaudes, lui avait donné de la soupe chaude et du pain frais, et avait insisté pour qu'elle trempe ses pieds dans de l'eau chaude. Ses joues avaient repris des couleurs et ses violents tremblements avaient enfin cessé. Stephen était assis en face d'elle dans le salon, une tasse de café refroidissante entre ses mains, tandis qu'il observait cette femme qui avait bouleversé son monde soigneusement ordonné. Elle avait mangé avec une intensité concentrée, mais sans la frénésie désespérée à laquelle il s'attendait. Même dans une situation extrême, elle conservait une dignité tranquille. « Ça va mieux ?» demanda-t-il lorsqu'elle posa enfin son bol vide. « Beaucoup mieux, merci », répondit Sarah d'une voix plus forte. « Je ne sais pas comment vous remercier pour votre gentillesse. Vous n'avez pas besoin de me remercier pour l'instant. » Cette réserve planait entre eux, leur rappelant que la situation de Sarah n'était toujours pas résolue. Sarah acquiesça, comprenant que la chaleur et la nourriture n'étaient que des faveurs temporaires. « Parlez-moi de vous, » dit Stephen. « Pas de ce que vous attendez de moi, mais de qui vous êtes. » Sarah resta silencieuse un instant, réfléchissant à la réponse à donner. « Je suis né à Silver Creek, à environ 65 kilomètres au sud d'ici. Mes parents avaient une petite ferme, rien d'extraordinaire, mais suffisante pour nous nourrir et nous loger. Ils sont morts à 6 mois d'intervalle quand j'avais 20 ans. Mon père est mort de fièvre et ma mère de chagrin. Les dettes ont pris de la ferme et depuis, je travaille pour subvenir à mes besoins. Quel genre de travail? Tout ce que je pouvais trouver. Couture, cuisine, ménage, garde d'enfants. Je n'ai pas peur du travail et j'apprends vite. » Elle fit une pause puis ajouta avec son honnêteté caractéristique. « Mais les services d'une femme célibataire ne sont pas très demandés dans une ville comme Silver Creek. » Les gens parlent et une fois qu'ils commencent à parler, Stephen comprit sans qu'elle ait besoin de finir. Une jeune femme seule était toujours suspecte, toujours vulnérable aux ragots qui pouvaient détruire sa réputation et, avec elle, sa capacité à gagner honnêtement sa vie. « Pourquoi ne vous êtes-vous pas marié ?» demanda-t-il. « Il y avait sûrement des hommes qui auraient voulu de vous. » Sarah eut un sourire amer. « Il y avait des hommes qui m'auraient prise, oui, mais pas comme épouse, et j'aurais préféré mourir de faim plutôt que d'accepter ce qu'ils m'offraient. » Cette simple déclaration révélait une force et des principes profonds qui impressionnèrent Stephen plus que n'importe quelle démonstration de réussite féminine n'aurait pu le faire. Sarah Flores avait choisi la pauvreté plutôt que le compromis. Elle avait tout risqué plutôt que de renoncer à sa dignité. « Tu as dit que tu n'attendais pas l'amour. » Stephen demanda. « Que s'est-il passé pour que tu penses cela? » Sarah regarda le feu pendant un long moment avant de répondre. « À 19 ans, j'étais fiancée à un jeune homme nommé Peter Harris qui travaillait au magasin général. Nous nous connaissions depuis l'enfance et je pensais que ce que nous avions était réel. Mais quand mes parents sont morts et que les dettes sont arrivées à échéance, il a disparu. J'ai appris plus tard que sa famille avait interdit notre union parce que je n'avais pas de dot à apporter. » Elle parlait sans apitoiement, mais Stephen pouvait entendre la vieille douleur sous son ton neutre. La trahison l'avait profondément blessé et lui avait appris à ne pas se fier aux promesses ou aux belles paroles. « Je suis désolé, » dit Stephen, et il le pensait vraiment. « Ne le sois pas. Cela m'a appris quelque chose de précieux sur la différence entre ce que les gens disent et ce qu'ils font lorsqu'ils sont mis à l'épreuve. Au moins maintenant, je sais ne pas confondre l'un avec l'autre. » Stephen se pencha légèrement en avant. « Et qu'est-ce que je pense que j'aime le plus? » Sarah le regarda droit dans les yeux. « Je ne te connais pas assez bien pour le dire, mais je soupçonne que tu aimes ton indépendance par-dessus tout. La capacité de faire tes propres choix sans avoir à tenir compte des besoins ou des désirs de quelqu'un d'autre. » La justesse de son analyse était surprenante. Stephen avait en effet construit sa vie autour du principe de l'autonomie, avait structuré sa richesse et son pouvoir de manière à ne plus jamais être vulnérable aux caprices ou aux échecs d'autrui. « Et vous pensez que c'est mal? » demanda-t-il. « Je pense que c'est compréhensible, mais je pense aussi que c'est solitaire. » Le mot le frappa avec une force inattendue. Solitaire? Oui, c'était exactement ce qu'il était, même s'il avait passé des années à se convaincre que la solitude était préférable aux complications des relations humaines. « Que feriez-vous? »
demanda Stephen avec précaution, si je vous offrais une place ici, non pas en tant qu'épouse, mais en tant qu'autre chose, une compagne peut-être, quelqu'un pour gérer la maison, pour me tenir compagnie quand je le souhaite et me laisser seul quand je le souhaite. Sarah réfléchit sérieusement à la question. Je te demanderai ce que tu attends en retour. De l'honnêteté, de la loyauté, ta présence quand je le demande et ton absence quand je préfère être seul. Rien de plus. Rien de plus. Pas d'attente physique. Stephen sentit son visage s'empourprer devant sa question directe. Rien que tu n'aies librement choisi de donner. Sarah acquiesça lentement. Alors j'accepterai avec gratitude. Ce serait plus que je n'aurais le droit d'espérer. Tu as tout à fait le droit d'espérer ce que tu veux. Ne laisse personne te dire le contraire. L'arrangement qu'ils mirent au point au cours des jours suivants ne ressemblait à rien de ce qu'ils avaient connu auparavant. Sarah prit en charge la gestion du foyer de Stephen avec une efficacité discrète, coordonnant ses efforts avec ceux de Madame Henderson pour assurer le bon fonctionnement de la grande maison. Elle se révéla être une excellente organisatrice, douce avec le personnel. Mais plus que cela, elle apportait à Stephen quelque chose dont il n'avait pas réalisé qu'il lui manquait, une conversation intelligente. Malgré son éducation formelle limitée, Sarah était très cultivée et avait des opinions sur tout, de la littérature à la politique. Elle l'écoutait lorsqu'il parlait de ses préoccupations professionnelles, posait des questions pertinentes et lui offrait des perspectives qu'il n'avait pas envisagées. Le soir, ils s'asseyaient près du feu dans la bibliothèque, Sarah avec ses travaux d'aiguille et Stephen avec ses livres de contes. Parfois, ils discutaient, parfois ils appréciaient simplement un silence confortable. C'était une ambiance domestique qui semblait naturelle plutôt que contraignante. Stephen se surprenait à attendre avec impatience ses heures tranquilles, la vue de la tête brune de Sarah penchée sur sa couture et le doux bruit de sa respiration à la lueur de la lampe. Elle avait une présence apaisante qui semblait calmer quelque chose d'agité dans son âme. Sarah, quant à elle, avait l'impression d'être entrée dans une vie qu'elle n'avait jamais osé imaginer. Le manoir était chaleureux et confortable, la nourriture abondante, sa petite chambre plus luxueuse que tout ce qu'elle avait connu auparavant. Mais au-delà du confort matériel, elle se surprenait à apprécier sincèrement la compagnie de Stephen. Il n'avait rien à voir avec l'homme froid et cruel que les habitants de la ville avaient décrit. Certes, il était réservé et parfois sévère, mais elle sentait sous son apparence contrôlée une profondeur qui l'intriguait. Il était toujours courtois, généreux quand le besoin s'en faisait sentir, et doté d'un humour pince sans rire qui surgissait à des moments inattendus. Plus surprenant encore, il semblait sincèrement intéressé par ses pensées et ses opinions. Stephen lui posait des questions sur les livres qu'elle avait lus, sollicitait son avis sur les décisions concernant la maison et d'écouter ses réponses avec une réelle attention. Au bout de 3 semaines, Stephen se rendit compte qu'il risquait de ressentir quelque chose qu'il n'avait pas prévu, une affection sincère pour Sarah Flores. Ce n'était pas une passion dramatique, mais quelque chose de plus calme et de plus durable. Il se surprenait à penser à elle pendant ses réunions de travail, impatient de rentrer chez lui pour retrouver sa présence rassurante. Cette prise de conscience aurait dû l'alarmer. Stephen avait construit sa vie autour de son indépendance émotionnelle, avait rejeté 17 femmes précisément pour éviter les complications liées à des sentiments profonds. Mais d'une certaine manière, la présence de Sarah lui semblait être un plus dans sa vie plutôt qu'une menace. Mais leur arrangement paisible n'était pas destiné à rester inchangé. Par un froid matin de février, alors que Sarah passait en revue les comptes avec Madame Henderson, une agitation se fit entendre à l'avant de la maison. Des voix se faisaient entendre à travers les fenêtres, devenant de plus en plus fortes à mesure qu'elles se rapprochaient. Stephen sortit de son bureau au moment où la sonnette retentit avec une insistance inhabituelle. Il ouvrit la porte et trouva 3 hommes sur son porche, le visage sombre et déterminé. Il les reconnut immédiatement. Le maire Edward Ramirez, le shérif Nathan Smith et le conseiller municipal Kyle Walker. « Messieurs, dit Stephen d'un ton froid, que me valent ces honneurs? » Le maire Ramirez s'avança. « Nous devons vous parler, Stephen, de la femme que vous hébergez ici. » Stephen sentit sa mâchoire se crisper, mais il s'écarta pour les laisser entrer. « Entrez donc, mais je vous préviens, je vous demande de rester courtois lorsque vous parlerez de Mel Flores. » Dans le salon, les 3 hommes s'installèrent avec l'importance d'un tribunal, tandis que Stephen restait debout près de la cheminée.
Sarah apparut dans l'embrasure de la porte et Stephen lui fit signe de le rejoindre. Elle s'approcha de lui avec une dignité tranquille. Bon, dit Stephen d'une voix autoritaire. De quoi s'agit-il exactement? Le maire Ramirez s'éclaircit de la gorge. Il s'agit de bienséance, Stephen. De l'exemple que vous donnez à la communauté. Vous avez une femme célibataire qui vit chez vous et vous tient compagnie. Les gens parlent, laissez-les parler. Ce n'est pas si simple. Le shérif Smith intervint. Il y a des familles respectables dans cette vallée. Des familles avec des filles qui ont besoin de savoir que la vertu a encore de la valeur. Quel genre de message cela envoie-t-il lorsque l'homme le plus riche du territoire bafoue ouvertement les conventions morales? Les yeux de Stephen se durcirent. Je ne suis pas conscient d'avoir bafoué aucune convention. Mademoiselle Flores est ma gouvernante et ma compagne, rien de plus. Si les gens choisissent de supposer autre chose, cela en dit plus long sur leur état d'esprit que sur notre arrangement. Le conseiller Walker se pencha en avant. Allons-y, Stephen. Nous sommes tous des hommes du monde ici. Nous comprenons qu'un homme a des besoins, mais il existe des moyens appropriés pour y répondre. Gardez cette femme si vous le devez, mais faites-le discrètement. Installez-la dans une maison en ville. Ne la promenez pas comme si elle était respectable. La suggestion resta en suspens comme une odeur nauséabonde et Stephen sentit sa colère monter à un niveau dangereux. À côté de lui, Sarah était devenue très calme, le visage pâle mais serein. Mademoiselle Flores est une femme respectable, dit Stephen d'une voix étrangement calme. Plus respectable que n'importe lequel d'entre vous, apparemment. Soyez raisonnable, dit le maire Ramirez. Nous ne vous demandons pas de la renoncer complètement, juste de régulariser la situation. Soit vous l'épousez en bonne et due forme, soit vous la gardez comme maîtresse, comme il se doit. Cela m'est profitable, dit Stephen, et cela profite à Mademoiselle Flores. Je ne vois pas pourquoi votre approbation serait nécessaire. Le shérif Smith se leva, la main posée sur son étui à revolver. Parce que nous représentons la communauté, Stephen, et que nous ne pouvons pas laisser cette situation perdurer. La menace était implicite mais sans équivoque. Stephen sentit Sarah se crisper à côté de lui et se plaça plus directement entre elle et les trois hommes. Vous me menacez, Nathan? Je vous explique la réalité. Il existe des lois sur la moralité publique. Si vous ne réglez pas cette situation de votre plein gré, nous devrons peut-être envisager d'autres options. Il y a toujours des accusations qui peuvent être portées, dit calmement le conseiller Walker. Trouble à l'ordre public, corruption de la moralité publique. L'accusation spécifique importe moins que le principe. Sarah prit la parole pour la première fois. Messieurs, je peux peut-être vous simplifier les choses. Je vais partir. Non, répondit Stephen immédiatement et catégoriquement. Vous ne partirez pas. Stephen et Sarah, dit-elle doucement. Cela ne vaut pas la peine. Je peux trouver un autre poste. Où? Demanda Stephen. Ces mêmes hommes veilleront à ce qu'aucune famille respectable ne t'emploie. Ils te chasseront complètement de la vallée. Il y a une solution, dit le maire Ramirez. Épouse-la, Stephen. Fais d'elle une femme honnête. Cela satisferait les préoccupations de tout le monde. Stephen sentit Sarah se raidir à ses côtés à cette suggestion. Le mariage comme solution au scandale plutôt que comme choix fondé sur des sentiments mutuels. Et si je refuse, demanda Stephen. Alors Mademoiselle Flores devra partir, répondit sans détour le shérif Smith. Ce soir, l'ultimatum était clair. Épouser Sarah ou la perdre pour toujours. Stephen baissa les yeux vers la femme à ses côtés, essayant de lire son expression. Elle le regardait de ses yeux bruns fixes, attendant sa décision, prête à accepter son choix. À cet instant, Stephen réalisa que ses sentiments pour Sarah avaient évolué bien au-delà d'une simple affection. L'idée de la perdre lui était insupportable. Elle était devenue essentielle à sa vie d'une manière qu'il commençait seulement à comprendre. Mais plus que cela, il prit conscience d'autre chose. Sarah méritait mieux que d'être mariée pour résoudre les scrupules moraux d'autres personnes. Elle méritait d'être choisie, d'être appréciée, d'être aimée. Stephen Johnson avait bâti sa fortune en prenant des décisions calculées, en pesant les risques et les avantages avec une précision froide. Mais debout dans son salon, face à trois hommes qui lui demandaient de choisir entre le mariage et l'exil pour la femme qui était devenue le centre de son univers, le calcul lui semblait inadéquat. Il regarda Sarah, la regarda vraiment, voyant non seulement la compagne discrète qui avait égayé ses soirées, ou la femme de ménage efficace qui avait mis de l'ordre dans sa vie domestique.
Il vit la femme qui s'était présentée à sa porte dans une tempête de neige, sans autre atout que son honnêteté. La femme qui avait préféré mourir de faim plutôt que de faire des compromis, qui avait conservé sa dignité dans des circonstances désespérées. Il vit la femme qui avait apporté de la chaleur à sa maison froide, non pas par des déclarations passionnées, mais par sa simple présence, par le don de son attention et le réconfort de sa compréhension. Elle n'avait jamais essayé de le changer ou de le contrôler. Elle avait simplement cohabité avec lui avec une grâce si naturelle qu'il avait commencé à oublier ce qu'était la solitude. Messieurs, dit finalement Stephen d'une voix empreinte d'une nouvelle autorité, vous vous êtes trompés dans votre compréhension de la situation. Le maire Ramirez fronça les sourcils. Que voulez-vous dire? Vous supposez que Mademoiselle Flores est ici avec ma permission, qu'elle occupe une position ambiguë qui nécessite votre surveillance. Vous vous trompez sur les 2 points. Stephen se tourna vers Sarah, lui prit les mains et sentit le léger tremblement qui parcourait ses doigts. Sarah Flores est ici parce que je lui ai demandé d'être ici, non pas par commodité ou à titre temporaire, mais en tant que femme que j'ai l'intention d'épouser. Les yeux de Sarah s'écarquillèrent de surprise, mais Stephen poursuivit. J'avais prévu de la demander en mariage en privé, à ma manière et au moment opportun, mais comme ces messieurs semblent si soucieux des convenances, une déclaration publique est peut-être plus appropriée. Il s'agenouilla dans le coron, toujours en tenant les mains de Sarah. Sarah Flores, me feriez-vous l'honneur de devenir ma femme? Le silence qui suivit sembla durer une éternité. Sarah le regardait avec une expression qu'il ne pouvait déchiffrer, le visage pâle sous le choc. Stephen, murmura Sarah, tu n'as pas à faire ça, ni pour eux, ni pour moi. Je ne le fais pas pour eux, répondit Stephen avec fermeté. Je le fais parce qu'au cours du mois dernier, tu es devenu indispensable à ma vie. Je le fais parce que l'idée de te perdre est insupportable. Il fit une pause, cherchant les mots pour exprimer des sentiments qu'il n'aurait jamais pensé éprouver. Je ne peux peut-être pas te promettre l'amour tel que le décrivent les poètes, Sarah, mais je peux te promettre le respect et le partenariat dans une vie où tu n'auras jamais à te présenter à la porte de quelqu'un pour implorer sa considération. Les yeux de Sarah se remplirent de larmes, mais sa voix était ferme. Et que veux-tu en échange? Ce que tu m'as déjà donné. Ton honnêteté, ta compagnie, ta présence dans ma vie, la chance de t'être utile comme tu m'as été utile. Sarah resta silencieuse pendant un long moment, scrutant son visage comme si elle essayait de lire ses véritables intentions. Stephen attendit, le cœur battant plus fort que lors de toutes les négociations commerciales qu'il avait jamais menées. Oui, dit finalement Sarah, d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Oui, je t'épouserai. Stephen se leva et la prit dans ses bras, sentant quelque chose se mettre en place dans sa poitrine dont il n'avait pas réalisé qu'il lui manquait. Sarah s'ajustait parfaitement contre lui, sa tête se nichant sous son menton comme si elle avait été faite pour cette position exacte. Lorsqu'ils se séparèrent enfin, le maire Ramirez s'éclaircit la gorge avec embarras. Eh bien, cela résout certainement la situation. Quand le mariage aura-t-il lieu? Dès que cela pourra être organisé, répondit Stephen, son bras toujours autour de la taille de Sarah. Je ne vois aucune raison d'attendre. Les 3 hommes échangèrent des regards gênés, réalisant que leur victoire n'était pas tout à fait celle qu'ils avaient espérée. Stephen Johnson marié était toujours Stephen Johnson, toujours l'homme le plus puissant de la vallée. Bien sûr, dit précipitamment le shérif Smith, nous sommes simplement ravis que tout se soit si bien passé. En effet, dit Stephen d'un ton sec. Maintenant, si vous voulez bien nous excuser, Mademoiselle Flores et moi avons des projets de mariage à discuter. Le mariage eut lieu 3 semaines plus tard dans la petite église au centre de la ville de la vallée, en présence de la moitié de la population. Ce fut l'événement social de la décennie, le mariage du célibataire le plus convoité du territoire avec une femme que personne n'aurait imaginé le voir choisir. Sarah portait une robe en soie ivoire que Mme Henderson avait réussi à se procurer, dont les lignes simples soulignaient sa grâce naturelle. Ses cheveux bruns étaient coiffés en un simple chignon, quelques mèches encadrant son visage, et elle tenait un petit bouquet de roses d'hiver provenant de la serre de Stephen. Stephen avait insisté pour que tout soit parfait. Les fleurs, la musique, la nourriture, le vin, non pas pour impressionner les invités, mais parce qu'il voulait que Sarah ait le mariage qu'elle méritait. Il la regarda descendre l'allée vers lui avec une expression d'émerveillement
qui n'avait rien à voir avec son apparence, mais tout à voir avec le miracle de sa présence dans sa vie. La cérémonie elle-même fut brève et traditionnelle. Les mots furent prononcés avec une sincérité tranquille plutôt qu'avec une emphase dramatique. Lorsque le pasteur les déclara mari et femme, Stephen embrassa Sarah avec une douce révérence, scellant non seulement leur union légale, mais aussi leur partenariat émotionnel. La réception eut lieu dans le manoir, toutes les pièces étant ouvertes pour accueillir la foule. Sarah se déplaçait parmi les invités avec une dignité tranquille, acceptant les félicitations tandis que Stephen restait protecteur à ses côtés. Mais c'est plus tard, après le départ du dernier invité, que leur vie conjugale commença véritablement. Stephen et Sarah s'assirent ensemble dans la bibliothèque où ils avaient passé tant de soirées tranquilles, cet espace familier désormais transformé par la certitude qu'ils s'appartenaient l'un à l'autre. Le regrettes-tu? Demanda Stephen en étudiant le visage de Sarah à la lueur du feu. Le mariage, le spectacle, tout cela. Sarah réfléchit à la question avec sa profondeur d'esprit caractéristique. Je regrette qu'il ait fallu la menace d'un scandale pour que tu réalises ce que tu voulais. Mais je ne regrette pas le résultat. Et qu'est-ce que j'ai réalisé, à ton avis? Que l'indépendance n'est pas synonyme d'isolement, que l'on peut partager sa vie avec quelqu'un sans se perdre soi-même dans le processus. Stephen s'émerveilla une fois de plus devant sa perspicacité. Et qu'avez-vous compris? Sarah sourit, son visage se transformant sous l'effet de la chaleur et du bonheur. Que je me trompais sur l'amour. Je pensais qu'il devait s'agir de ce sentiment dramatique et irrésistible que j'éprouvais pour Peter Harris. Je ne reconnaissais pas qu'il pouvait être plus calme que cela, plus stable, fondé sur le respect, la compréhension et un véritable partenariat. Êtes-vous en train de me dire que vous m'aimez, Madame Johnson? Ce nom leur semblait encore étrange à tous les deux, mais le sourire de Sarah s'élargit. Je dis que j'aime la vie que nous construisons ensemble. J'aime l'homme qui s'est agenouillé dans son salon et m'a demandé en mariage, non pas parce qu'il le devait, mais parce qu'il le voulait. Stephen lui prit les mains. J'aime la femme qui s'est tenue devant ma porte dans une tempête de neige et qui a refusé de prétendre être autre chose que ce qu'elle était. J'aime la campagne qui a fait de ma maison un foyer avant même que je m'en rende compte. Ils s'assirent ensemble dans un silence confortable, regardant le feu se consumer jusqu'à ne laisser que des braises incandescentes. L'avenir s'étendait devant eux, plein de possibilités qu'ils commençaient seulement à explorer. « Que va-t-il se passer maintenant? » demanda finalement Sarah. « Maintenant, nous vivons, » répondit simplement Stephen. « Demain, nous nous réveillerons en tant que mari et femme et nous découvrirons ce que cela signifie au fur et à mesure. Nous construirons ensemble quelque chose que ni l'un ni l'autre n'aurait pu construire seul. » Le printemps arriva tôt dans la vallée montagneuse cette année-là, apportant des changements qui allaient bien au-delà de la fonte des neiges. Sarah s'était adaptée à son rôle d'épouse de Stephen avec la même compétence discrète qu'elle apportait à tout le reste, transformant non seulement le foyer, mais aussi l'atmosphère même du manoir. La maison qui résonnait autrefois de vide bourdonnait désormais d'une activité intense. Sarah avait instauré des dîners hebdomadaires pour le personnel, créant ainsi une communauté parmi les personnes qui entretenaient l'univers de Stephen. Elle avait ouvert les pièces inutilisées à l'air et à la lumière, les remplissant de fleurs ou de livres. Plus important encore, elle avait fait de ce manoir un véritable foyer. Stephen s'était lui aussi transformé. L'emploi du temps rigide qui régissait autrefois ses journées était devenu plus souple, lui permettant d'avoir des conversations spontanées avec Sarah ou de faire des promenades improvisées dans le jardin qu'elle était en train d'aménager. Ses affaires, toujours florissantes, ne l'accaparaient plus à chaque instant. Mais le changement le plus significatif était peut-être la façon dont la communauté les percevait tous les deux. Le scandale qui avait menacé de détruire la réputation de Sarah s'était transformé en quelque chose qui s'apparentait à de l'admiration pour la femme qui avait conquis le cœur du roi de la montagne. Les invitations affluaient régulièrement, et Sarah s'acquittait de ses obligations avec grâce. C'est lors d'une de ces réunions, un pique-nique printanier organisé par l'Association des dames, que Sarah rencontra un visage familier de son passé. Elle aidait à servir des rafraîchissements lorsqu'une jeune femme s'approcha de la table. Sarah Flores, je veux dire Sarah Johnson maintenant, je suppose. Sarah leva les yeux et vit Jennifer Gutierrez, une fille qu'elle avait connue à Silver Creek. Jennifer était l'une des filles les plus populaires de leur petite communauté, dotée d'une grande beauté et issue d'une famille aisée.
Jennifer, dit Sarah chaleureusement, quelle joie de te voir. Qu'est-ce qui t'amène dans notre vallée? Mon mari et moi avons déménagé ici le mois dernier. Les yeux de Jennifer balayaient la robe élégante de Sarah avec ce qui pouvait passer pour de l'envie. Tu as vraiment bien réussi. Sarah perçut une pointe d'ironie dans cette remarque, mais elle ne ressentit aucune satisfaction face à ce revirement de situation, seulement de la tristesse pour cette fille qui avait autrefois été gentille avec elle. J'ai eu beaucoup de chance, répondit simplement Sarah. Stephen est un homme bien, et nous sommes heureux ensemble. Heureux? Répéta Jennifer comme si ce mot lui était étranger. Je suppose que c'est facile quand on épouse l'homme le plus riche des trois comtés. Sarah posa la louche qu'elle tenait et regarda son ancienne connaissance droit dans les yeux. Le bonheur n'a rien à voir avec l'argent, Jennifer. Tu devrais le savoir mieux que quiconque. Cette douce réprimande sembla apaiser l'hostilité de Jennifer. Tu as raison. Bien sûr. Je suis désolé, je suppose que je suis juste. Les choses n'ont pas été aussi faciles que je l'avais prévu. Le cœur de Sarah s'adoucit. Tu veux en parler? Elles trouvèrent un endroit tranquille, loin de la foule. Jennifer raconta son histoire avec hésitation, une histoire d'attente déçue et de désillusion progressive. Elle s'était mariée pour la sécurité et la position sociale, mais elle avait découvert que son mari n'était ni aussi brillant, ni aussi gentil qu'il le semblait. Je n'arrêtais pas de penser à ce qui aurait pu être différent, dit Jennifer, les larmes aux yeux. Si j'avais fait des choix différents, si j'avais été plus courageuse pour obtenir ce que je voulais vraiment. Sarah écouta sans juger. Il n'est pas trop tard pour faire des choix différents maintenant, dit-elle doucement. Tu es encore jeune, tu es encore capable de construire la vie que tu souhaites. Elles discutèrent pendant près d'une heure, Sarah offrant tout le réconfort qu'elle pouvait, tandis que Jennifer libérait progressivement des années de déception accumulées. Lorsqu'elles rejoignirent enfin le pique-nique, l'expression de Jennifer était plus légère. « Merci, dit-elle en prenant congé. Merci de m'avoir écouté, de ne pas m'avoir jugé. J'avais oublié que tu étais toujours aussi gentille. » La rencontre avec Jennifer resta gravée dans l'esprit de Sarah, lui rappelant à quel point le bonheur pouvait être précaire et à quel point les circonstances pouvaient changer facilement. Elle avait eu la chance de trouver Stephen, un partenaire qui répondait à la fois à ses besoins pratiques et à ses aspirations émotionnelles. Mais elle était également consciente que leur bonheur devait être entretenu, comme le jardin qu'elle plantait. Ce soir-là, alors qu'elle et Stephen étaient assis ensemble à leur place habituelle près de la cheminée de la bibliothèque, Sarah se surprit à étudier son profil tandis qu'il lisait ses correspondances. 6 mois de mariage avaient approfondi sa compréhension de l'homme qu'elle avait épousé, révélant des couches de complexité sous son apparence réservée. Stephen Johnson n'était pas un homme facile à bien des égards. Il pouvait être exigeant, impatient face à l'inefficacité et avait parfois du mal à exprimer ses émotions. Mais il était aussi d'une honnêteté sans faille, profondément loyal envers ceux qui avaient gagné sa confiance et doté d'un humour pince sans rire qui surgissait de manière inattendue. Plus important encore, il traitait Sarah comme une partenaire à part entière. « Tu es très silencieuse ce soir, » observa Stephen en levant les yeux de ses papiers. « Quelque chose te tracasse? » Sarah réfléchit à la manière d'exprimer les pensées qui lui traversaient l'esprit. « Je pensais à la fragilité du bonheur, » dit-elle finalement, « à la facilité avec laquelle on peut le perdre si on ne le protège pas. » Stephen mit de côté sa correspondance. « Tu t'inquiètes pour quelque chose en particulier? » « Je ne m'inquiète pas vraiment, je suis juste plus consciente. J'ai rencontré quelqu'un aujourd'hui qui m'a rappelé que tous les mariages ne se passent pas aussi bien que le nôtre. Cela m'a rendue reconnaissante pour ce que nous avons, mais aussi consciente du travail nécessaire pour le préserver. » Stephen resta silencieux pendant un moment. Quel genre de travail? Le travail de vraiment se voir l'un l'autre, de ne pas prendre notre partenariat pour acquis, le travail de se choisir chaque jour, pas seulement le jour de notre mariage. Stephen lui prit la main. « Tu te sens prise pour acquise? » « Non, » répondit immédiatement Sarah. « C'est ce qui m'a fait réfléchir. Tu ne me prends pas pour acquise et j'espère que je ne te prends pas pour acquis non plus, mais je sais à quel point il serait facile de sombrer dans ce genre de complaisance. Que faudrait-il que je fasse pour que tu te sentes en sécurité dans notre mariage? » La question était typiquement directe et pratique, à la manière de Stephen, qui cherchait des solutions concrètes. Sarah sourit, l'aimant pour son approche directe. «
Ce que tu me donnes déjà, répondit-elle, ton attention quand j'en ai besoin, ta confiance en mon jugement, ta volonté de partager tes pensées et d'écouter les miennes, le fait de savoir que tu m'as choisi, non pas parce que tu y étais obligé, mais parce que tu le voulais. Et que penses-tu que j'attends de toi? Sarah réfléchit sérieusement. De l'honnêteté, même quand c'est difficile. L'assurance que je suis là parce que je le veux, pas parce que je n'ai nulle part ailleurs où aller. Ton partenariat pour construire la vie que nous voulons tous les deux. Stephen porta sa main à ses lèvres et déposa un doux baiser sur sa paume. Alors, nous sommes d'accord sur ce dont notre mariage a besoin. Cela semble être une bonne base pour l'avenir. Ils s'assirent ensemble dans un silence confortable, le feu crépitant doucement et le vent soupirant à travers les arbres à l'extérieur. Sarah ressentit le contentement qui lui était devenu familier au fil des mois de leur mariage. La profonde satisfaction d'être exactement là où elle devait être. Mais sous ce contentement se cachait autre chose. Quelque chose qui n'avait cessé de grandir depuis le jour de leur mariage. C'était une chaleur qui allait au-delà de la gratitude ou du partenariat. Sarah avait dit à Stephen, lors de leur nuit de noces, qu'elle apprenait que l'amour pouvait être plus discret qu'elle ne l'avait imaginé, plus stable et plus durable. 6 mois plus tard, elle comprenait que ce qu'elle ressentait pour Stephen Johnson était bien de l'amour, mais un amour d'une qualité différente de tout ce qu'elle avait connu auparavant. C'était un amour fondé sur le respect et la compréhension, sur des valeurs communes et des forces complémentaires. C'était un amour né de la complicité et approfondi par des choix quotidiens. Stephen, dit-elle doucement, j'ai quelque chose à te dire. Il la regarda avec impatience. Je t'aime, dit simplement Sarah. Non pas parce que je te suis reconnaissante, non pas parce que tu m'as sauvé de la misère, mais à cause de qui tu es. À cause de l'homme qui s'est agenouillé dans son salon et m'a demandé en mariage. Non pas pour résoudre un problème, mais parce qu'il ne supportait pas l'idée de me perdre. Les yeux de Stephen s'illuminèrent d'émotion et Sarah le vit déglutir avant de pouvoir parler. Sarah, dit-il d'une voix rauque, moi aussi je t'aime, plus que je ne pensais être capable d'aimer quelqu'un. Tu m'as donné quelque chose dont je ne savais même pas que je manquais. Un an après s'être présenté pour la première fois devant le portail de Stephen sous une neige battante, Sarah se tenait à nouveau là, mais cette fois-ci, les circonstances ne pouvaient être plus différentes. Les barreaux de fer qui lui avaient autrefois semblé être une barrière entre elle et le salut étaient désormais ouverts et accueillants. Et le chemin qui s'étendait au-delà menait à une maison où elle avait toute sa place. Le printemps était arrivé dans toute sa splendeur, transformant le paysage montagneux avec des fleurs sauvages et une nouvelle végétation. Le jardin que Sarah avait conçu commençait à prendre forme, avec des plates-bandes d'herbes aromatiques et de légumes disposés en rangées bien ordonnées et des bordures de fleurs qui allaient bientôt éclater de couleurs. C'était un symbole tangible de la vie qu'elle et Stephen étaient en train de construire ensemble. Sarah était venue à la porte ce matin pour attendre une visiteuse, quelqu'un qu'elle n'avait pas revu depuis son arrivée désespérée chez Stephen. Madame Henderson avait appris que l'ancienne propriétaire de Sarah, à Silver Creek, traversait la vallée et souhaitait lui rendre visite. Lorsque la calèche apparut sur la route de montagne, Sarah ressentit un mélange complexe d'émotions. Madame Emma Allen avait été gentille avec elle pendant ces mois difficiles où elle avait lutté pour payer son loyer et conserver sa dignité. La vieille dame lui avait souvent accordé un crédit lorsque l'argent venait à manquer. La calèche s'était arrêtée devant le portail et Madame Allen en était descendue avec précaution. C'était une petite femme soignée, aux cheveux argentés et au regard bienveillant, vêtue de ses plus beaux habits de voyage pour cette visite au manoir qui lui avait autrefois semblé aussi lointain que la lune. « Ma chère Sarah, dit Madame Allen en l'embrassant chaleureusement, regardez-vous, vous rayonnez de bonheur. » Sarah lui rendit son étreinte avec une affection sincère. « Je suis si heureuse de vous voir, Madame Allen. Entrez donc dans la maison. Stephen est impatient de vous rencontrer. » Alors qu'elle remontait le chemin familier, Madame Allen s'émerveilla devant la beauté du domaine et la grandeur du manoir, mais son attention revenait sans cesse sur Sarah elle-même, remarquant l'assurance de son attitude et la sérénité de son expression. Stephen les accueillit à la porte et Sarah les présenta avec une fierté évidente. Elle regarda son mari charmer Madame Allen par son attention courtoise et son intérêt sincère pour ses récits sur le séjour de Sarah à Silver Creek. Pendant le déjeuner, Madame Allen les régala d'histoires sur la pension et ses différents occupants,
brossant un tableau de la vie de Sarah pendant ces mois difficiles qui fit serrer les mâchoires à Stephen, animé d'une colère protectrice. Mais Sarah elle-même écoutait avec sérénité, capable désormais de considérer cette période difficile comme une étape nécessaire de son parcours. Je dois vous avouer, dit Mme Allen à la fin du repas, que lorsque j'ai appris que vous aviez épousé M. Johnson ici, ma première pensée a été le soulagement de savoir que vous n'auriez plus jamais à vous soucier du loyer. Mais en vous voyant ensemble, il est clair que vous avez trouvé quelque chose de bien plus précieux que la sécurité financière. Qu'avons-nous trouvé? Demanda Stephen, sincèrement curieux. Mme Allen sourit, les yeux pétillants de la sagesse acquise au fil de décennies passées à observer la nature humaine. Vous vous êtes trouvés l'un l'autre, pas les personnes que vous pensiez être censées être, mais celles que vous êtes réellement. C'est plus rare que vous ne le pensez. Après le départ de Mme Allen, Sarah et Stephen se promenèrent dans leur jardin alors que le soleil commençait à se coucher derrière les sommets des montagnes. L'air était chaud et embaumait le parfum des fleurs de pommier, et le bruit de l'eau ruisselait du petit ruisseau qui traversait leur propriété. Elle avait raison, tu sais, dit Stephen en prenant la main de Sarah alors qu'ils s'arrêtaient près d'un parterre de roses nouvellement planté. À propos de se trouver l'un l'autre, j'ai passé tant d'années à penser que je savais exactement qui j'étais et ce que je voulais. Puis tu es apparu à ma porte et tu m'as montré tout ce qu'il me restait à apprendre sur moi-même. Sarah lui serra doucement la main. Nous avions tous les deux des choses à apprendre. Je pensais comprendre ce qu'était de l'amour, ce que devait être le mariage, à quoi ressemblait le bonheur. Mais je mesurais tout à l'aune des définitions des autres au lieu de découvrir les miennes. Ils restèrent ensemble dans un silence confortable, regardant la dernière lueur disparaître du ciel et les premières étoiles apparaître au-dessus des sommets des montagnes. C'était un moment de bonheur parfait, celui qui ne vient pas de l'absence de défis, mais de la présence d'un partenariat profond. « As-tu déjà repensé à cette nuit où tu es arrivé? » demanda Stephen. « Que se serait-il passé si je t'avais rejeté? » Sarah réfléchit à la question. « Je pense que j'aurais survécu d'une manière ou d'une autre, » dit-elle finalement. « J'étais plus forte que je ne le pensais à l'époque, plus débrouillarde que je ne me l'accordais. Mais je n'aurais pas prospéré comme je l'ai fait ici avec toi. » « Je sais que je n'aurais pas prospéré, » dit Stephen avec certitude. « Oh, j'aurais continué à réussir dans les affaires, j'aurais conservé ma fortune et ma position, mais je serais resté exactement ce que j'étais avant votre arrivée. Un homme qui avait tout et rien. » Sarah se tourna vers lui, voyant dans son regard la même émerveillement que celui qui avait marqué le jour de leur mariage. L'étonnement de deux personnes qui avaient trouvé l'une chez l'autre quelque chose qu'elles n'osaient espérer. « Que penses-tu que l'avenir nous réserve? » demanda-t-elle. Stephen sourit, son visage se transformant sous l'effet de la chaleur et de l'amour. « Je pense qu'il nous réserve tout ce que nous choisirons de construire ensemble. Des enfants, peut-être, si nous avons la chance d'en avoir. Une compréhension toujours plus grande l'un de l'autre et de nous-mêmes. La satisfaction d'un partenariat qui nous rend tous les deux plus forts que nous ne pourrions l'être seuls. Et l'amour, toujours l'amour, dit Stephen avec fermeté. Le genre d'amour qui s'approfondit avec le temps plutôt que de s'éteindre avec la passion. Le genre d'amour qui choisit l'engagement plutôt que la commodité, le partenariat plutôt que la possession, la vérité plutôt que les illusions confortables. » Alors qu'ils retournaient vers la maison, dont les fenêtres brillaient d'une lumière chaude dans l'obscurité grandissante, Sarah réfléchit au chemin qui les avait menés à ce moment. Elle était venue à la porte de Stephen, ne cherchant rien d'autre que la survie. Poussée par le désespoir et les derniers vestiges d'espoir, elle avait trouvé à la place un véritable partenariat, un amour à la fois pratique et profond. La porte en fer qui semblait autrefois si intimidante était désormais un symbole d'accueil, un seuil entre le monde hostile extérieur et le sanctuaire qu'ils avaient créé ensemble. Sarah Flores Johnson avait appris que parfois, les voyages les plus importants commencent par un simple pas vers un avenir incertain. Guidés uniquement par leur courage et leur refus d'abandonner tout espoir. Derrière eux, le manoir se dressait sous le ciel étoilé, n'étant plus le monument à l'isolement d'un seul homme, mais une maison construite sur les fondations de deux cœurs qui avaient trouvé leur parfait complément l'un dans l'autre. Et le lendemain matin, ils se réveilleraient ensemble pour continuer à construire la vie qu'ils avaient choisie, un jour à la fois, un choix à la fois, un moment d'amour à la fois.